Je suis donc un des activistes du cercle Podemos de Paris. Podemos est un nouveau parti politique qui n'existe que formellement depuis novembre 2014, qui est d'ores et déjà peut-être le premier parti politique en Espagne et qui est organisé en cercle ouvert à tous les militants. Il y a en France plusieurs cercles de Podemos, puisqu'il y a en France environ officiellement 350 000 Espagnols. Près d'1 million d'Espagnols, principalement des jeunes, ont quitté l'Espagne ces 6 dernières années. Si on rajoute à cela le départ de plus de 500 000 travailleurs immigrés qui ont quitté l'Espagne, nous avons en Espagne depuis 3 ans, 3 années de baisse consécutive de la population, et donc aussi de la population active, ce qui permet au gouvernement de prétendre que le chômage n'augmente pas, tout simplement parce que la population s'en va. Podemos est donc une organisation très jeune. Il y a quelques vieux de la vieille comme moi, dont vous entendez à l'accent, qui sont en France depuis longtemps, qui aident, mais c'est d'abord une organisation politique largement investie par la jeunesse espagnole qui, depuis le mouvement des il faut pas que je perde mon nez, depuis le mouvement des indignés du 15, qui a éclaté le 15 mai 2011, jeunesse espagnole s'est fortement politisée et s'est fortement engagée pour le changement de société en Espagne, dont nous allons parler un petit peu. La politique mise en œuvre à partir de 2008 par le gouvernement espagnol, d'abord le gouvernement socialiste de Zapatero, puis prolongée en 2011 par le gouvernement du Parti populaire de Rajoy, est une politique que nous appelons l'austéricide. En effet, elle a démarré par un plan de sauvetage massif du secteur bancaire, frappé par l'explosion de la bulle immobilière. L'Espagne a eu son développement économique consacré par ce que l'on appelle en Espagne le ladrillazo. Vous allez avoir à maîtriser quelques mots d'espagnol. Le ladrillazo signifie littéralement le coup de brique, autrement dit le bétonnage massif. Tous ceux qui sont allés en Espagne ces 15 dernières années ont vu comment le bétonnage s'est développé sans foi ni loi. Ce bétonnage a rendu riche de nombreuses personnes. C'est beaucoup basé sur le surendettement. Et quand la bulle immobilière a explosé, l'État a injecté des milliers de milliards d'euros en fait en plusieurs années pour, entre guillemets, sauver et socialiser la dette des banques. Dans cette dette-là, il y avait aussi une dette importante des banques espagnoles à la Grèce, puisque la dette grecque a été socialisée par les gouvernements européens qui maintenant parlent de la Grèce comme si la Grèce devait de l'argent aux États et aux peuples, alors qu'elle devait d'abord de l'argent aux banques. La droite et le Parti socialiste ont, à l'initiative du gouvernement socialiste, voté comme un seul homme en une semaine un changement constitutionnel énorme en Espagne, à la demande de ce qu'il est bon d'appeler la Troïka, qui consiste à rendre obligatoire le paiement de toute dette bancaire, de tout intérêt bancaire avant toute autre dépense publique, et donc à rendre l'inscription de toute charge d'intérêt comme première avant toute autre dépense. Autrement dit, plus aucune collectivité, encore moins l'État, n'est même en mesure de négocier avec une banque quelque remise que ce soit, puisque la Constitution rend obligatoire d'être asservi au système bancaire avant le reste. La politique mise en œuvre depuis 2008 est une politique que l'on a appelée los recortes, c'est-à-dire les coupes sombres dans les budgets sociaux et dans les budgets de santé. C'est traduit donc par l'explosion du chômage et de la pauvreté massive, la destruction assez rapide du système de santé et de protection sociale qui était pourtant d'un très haut niveau en Espagne, l'expulsion de leur logement de centaines de milliers de familles surendettées, avec une caractéristique en Espagne, c'est que les banques peuvent vous expulser de votre logement, le garder, et en même temps, vous devez continuer à payer votre dette comme si vous étiez dedans, le tout à vie. C'est donc une opération formidable qui permet d'ailleurs à certaines entités de spéculer sur les parcs de logements vides, notamment la famille de l'ancien président du gouvernement Aznar. C'est aussi une période de forte lutte sociale contre les expulsions, contre les fermetures d'entreprises, mais aussi contre la spéculation urbaine. Une période donc à laquelle les différents pouvoirs ont répondu par une augmentation très nette de la répression policière. L'Espagne connaît depuis le 1er juillet et sous le régime d'une loi que nous appelons la loi Bayon, qui est une loi qui criminalise pratiquement toutes les manifestations en Espagne et qui a été votée spécialement par le parti au pouvoir,
de manière à essayer d'empêcher toute manifestation et à ne garder comme seul fil d'information et d'influence sociale que les médias largement à la botte des gouvernants et des banques, comme on peut le voir en Grèce et comme on peut le voir en France. Il suffit d'allumer même les médias d'État comme France Inter pour comprendre de qui sont les larbins, tous ces gens qui parlent en se prétendant journalistes. L'Espagne, c'est aussi, en même temps, dans cette période d'aggravation profonde des conditions de vie du plus grand nombre, une Espagne où se multiplient les scandales de corruption des élites politiques et financières. Je vous citerai qu'un seul cas, celui de Rodrigo Rato. Vous ne le connaissez pas très bien, mais c'est l'équivalent à la fois de Dominique Strauss-Kahn et de Bernard Tapie, non pas pour les mœurs, mais pour son influence, puisque Rodrigo Rato était le directeur général du FMI. Avant d'être directeur général du FMI, il était le vice-président du gouvernement de Aznar. Il devait succéder à Aznar, mais il a préféré s'inscrire dans le business. Il trouvait ça beaucoup mieux. Ça vous rappelle peut-être un ancien président de la République français, où il a réussi dans le business, puisqu'après avoir dirigé le FMI, il est revenu en Espagne diriger plusieurs banques qu'il a toutes mises en faillite de manière radicale. Non sans avoir pêché beaucoup d'argent au passage et non sans avoir arrosé les responsables politiques, notamment pour la Caisse d'épargne de Madrid, tous les dirigeants politiques, y compris les dirigeants de gauche et y compris les dirigeants syndicaux, pour vous donner une sorte d'ordre d'idée pour que vous compreniez bien quelle est la situation de la classe politique espagnole. Nous sommes dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez eu ici pendant très longtemps un conseil général qui, paraît-il, était de gauche, dirigé par un président apparemment de gauche, auquel tout le monde votait, en tout cas dans les élus. Voilà, l'Espagne, c'est ça dans tout le pays. Donc l'explosion des scandales de corruption et des mises en examen, mais également des expulsions de juges qui ont le malheur de toucher à des gens comme Rato, qui a été brièvement arrêté récemment, ce qui a beaucoup frappé les Espagnols, après avoir avoué avoir mis plusieurs dizaines de millions d'euros en Suisse. Mais c'est sans doute un petit joueur, puisque l'ancien président indépendantiste de Catalogne, Pujol, qui était président de la Catalogne pendant 23 ans, a lui-même avoué avoir un bas de laine en Andorre, qui est soi-disant l'héritage de sa mère, de 1,8 milliard d'euros. Donc, même Tapi peut se rhabiller. Voilà, merci maman. Ces gens n'ayant aucune honte, l'explosion des scandales politiques a entraîné l'Espagne dans une crise de confiance importante du peuple vis-à-vis de ses élites et de son régime. Et l'Espagne est aujourd'hui dans une crise de régime, puisque le régime installé pendant la transition dite de 78 était basé sur une sorte de deal qui consistait à dire que l'oligarchie qui s'était enrichie pendant le franquisme et qui s'était installée s'en sortait bien, pendant que la population espagnole accédait à la liberté d'expression, aux droits civils et démocratiques, et accédait à la construction d'un État social réel et assez efficace, notamment sur le domaine de la santé, ce qui permettait que la majorité de la population progresse au prix du maintien d'une certaine impunité sur les crimes franquistes. Le fait que l'oligarchie espagnole continue à se goinfrer et à maintenir son impunité pendant que l'État social est détruit, met en crise profonde l'ensemble de l'Espagne. Et Podemos, le mouvement des indignés, sont le symptôme et à la fois la réponse à une crise de régime extrêmement profonde. L'agression contre l'État social en Espagne, l'austéricide, se fait au nom de la fameuse dette, la même qu'en Grèce. Alors, évidemment, les médias disent toujours « l'Espagne est endettée » ou bien « les Espagnols ont trop dépensé », « les Espagnols ont vécu au-dessus de leurs moyens », un peu comme les Grecs. Maintenant, les Grecs doivent payer, ils doivent faire des efforts. Mais bien entendu, c'est l'État espagnol qui a dépensé plus qu'il n'a collecté d'impôts et qui donc s'est endetté. C'est l'État espagnol qui a, entre guillemets, sauvé les banques et les grandes entreprises de la bulle spéculative immobilière au lieu de les laisser s'écrouler, comme l'a fait par exemple l'État islandais, et qui a socialisé les pertes et les dettes privées, tout en laissant à ces mêmes entités des profits massifs, profits notamment sur la spéculation de la dette grecque.
Et c'est l'État espagnol qui s'est endetté auprès de l'Union européenne pour sauver les banques allemandes, qui possèdent 200 milliards d'euros de dette espagnole. Il faut savoir que le plan, entre guillemets, de sauvetage de l'Espagne imposé en 2008 puis en 2011 a été un plan réclamé par l'Allemagne, voté par le Bundestag, qui a permis que l'Espagne s'endette à hauteur de 200 milliards d'euros pour payer les bénéfices des banques allemandes qui étaient beaucoup trop exposées sur la dette espagnole. En 2008, le produit intérieur brut de l'Espagne par tête par habitant était à peu près l'équivalent de la moyenne de l'Union européenne, des 15 pays de l'Union européenne, le UE 15, je parle sous l'œil averti d'un économiste, puisque le PIB per capita était de 94% de la moyenne UE 15. Par contre, la dépense publique sociale n'était que de 74% de la moyenne des pays de l'eurozone. Autrement dit, ça veut dire que avant même l'engagement de la politique d'austéricide, l'État espagnol dépensait par an 66 milliards d'euros de moins que ce qu'il aurait dû dépenser pour être dans la moyenne des 15 pays les plus importants de l'Union européenne. Donc l'État ne dépense pas trop. L'État ne dépense pas assez pour son action sociale. Mais l'État espagnol s'est endetté pour son État social parce qu'il ne collecte pas assez d'impôts. Mais il ne collecte pas assez d'impôts, non pas auprès de la population générale, puisque un travailleur espagnol payait en 2008, avant donc de voir ses impôts augmenter de manière drastique, dans la même proportion que tous ce qu'on appelle aujourd'hui les classes moyennes de l'Union européenne, des 15 pays de l'Union européenne. Donc le niveau d'imposition d'un travailleur espagnol est à peu près le même qu'en France. Par contre, les catégories les plus riches de l'Espagne, les super riches, ne payent que 6% d'impôts, 6% de la moyenne de l'UE 15 sur les impôts. Autrement dit, quelqu'un de très riche en France, s'il n'a pas mis son fric en Suisse, a intérêt à aller en Espagne, il ne paiera que moins du 10e des impôts qu'il paye en France. Donc, le problème de l'État espagnol, c'est qu'il ne collecte pas d'impôts auprès de l'oligarchie, exactement comme l'État grec. L'État espagnol est comme l'État grec ou l'État irlandais ou l'État portugais, dans une situation où pour la Grèce, l'Espagne et le Portugal, ceux qui s'en souviennent, la Grèce, l'Espagne et le Portugal étaient gouvernés par des dictatures fascistes jusqu'au milieu des années 70. La transition qui s'est opérée a laissé intacts les privilèges de l'oligarchie dans ces trois pays-là. L'Irlande n'a pas été gouvernée par des gouvernements fascistes, mais a connu un fonctionnement avec une pression extrêmement importante de l'Église catholique qui s'est traduit par des processus un peu équivalents. Nous avons donc des pays qui sont surendettés parce qu'ils ne prennent pas, ne prélèvent pas d'impôts auprès des grandes entreprises, auprès des bénéfices des multinationales et auprès des catégories les plus riches de la population. La dette est donc un hold-up. C'est une opération politique. C'est comme aller braquer une banque et en dire haut les mains, c'est une dette. Sortez tout ce que vous avez de vos poches. La Banque centrale européenne n'est pas une banque centrale au service des États. Une banque centrale, ça émet de la monnaie. Avec cette monnaie, ça achète à bateau la dette de son État et ça protège ainsi l'État de la spéculation des marchés. La Banque centrale européenne, qui est installée à côté de la Bundesbank, prête à très bateau aux banques privées qui achètent la dette des États à des taux prohibitifs pour se faire du fric là-dessus, jusqu'à 13% pour la Grèce, jusqu'à 6% pour l'Espagne. Ces banques se goinfrent et quand les États sont à l'agonie, la Banque centrale européenne intervient pour éviter la chute, obliger les États à emprunter à l'Union européenne et que la saignée puisse continuer. C'est donc, finalement, quand on parle des taux d'emprunt qui sont imposés aux États européens, c'est bien la Banque centrale européenne qui décide des taux d'emprunt, puisqu'elle a parfaitement le pouvoir d'influencer les banques privées pour obtenir que les taux d'emprunt soient plus bas. La dette est un levier pour parvenir dans toute l'Europe, en commençant par les États du Sud et l'Irlande, mais dans toute l'Europe, à la destruction de l'État social. Et M. Mario Draghi, qui était connu pour avoir aidé à truquer la comptabilité nationale grecque pour Goldman Sachs, avant de devenir directeur de la Banque centrale européenne, M. Mario Draghi a eu l'occasion de le dire clairement, je crois, en 2010 ou 2012, il faut que l'Europe sociale disparaisse dans l'intérêt de l'économie européenne. Donc,
Ce processus, on le voit bien sur la Grèce, est aussi un processus de perte de souveraineté, puisque discipline fiscale, réforme structurelle, privatisation, c'est la fin, de la souveraineté des États, et on le voit bien. Évidemment, comme en Grèce, la dette espagnole en Espagne était en 2007 de 384 milliards d'euros, c'est-à-dire 35% du produit intérieur brut. Elle est devenue en 2014 de 2038 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'elle a quintuplé et elle est passée à 100% du produit intérieur brut. Autrement dit, la recette d'austérité pour rembourser la dette n'a qu'un effet, celle de multiplier la dette. Un économiste, un confrère de notre collègue Gabriel Collettis, a fait un calcul en considérant que si de 89 à 2011, la dette espagnole avait été achetée par une banque centrale à 1%, au prix où une banque centrale rachète la dette de son État, cette dette serait aujourd'hui 14% du produit intérieur brut de l'Espagne, au lieu de 100%. Autrement dit, il n'y aurait aucun problème d'endettement et aucun problème d'austérité. Aujourd'hui, l'État espagnol consacre 25% de ses dépenses à rembourser la dette. Ce que nous voulons dire à Podemos, c'est que cette opération qui consiste à faire payer par les peuples du Sud les profits mirobolants des banques du Nord de l'Europe, au premier rang desquelles l'Allemagne, est une opération de liquidation des fondements du projet européen. Il n'y a plus d'axe franco-allemand, il n'y a plus qu'un État des gouvernants français à la solde de l'Allemagne, et l'Union européenne qui a été vendue au peuple du Sud comme un espace de prospérité garantissant l'accès aux droits sociaux, l'accès à la démocratie et l'accès à la qualité des services de santé et des services publics est en danger de mort. Et c'est bien à cela que l'on assiste. Autrement dit, la révolte grecque est aussi une révolte pour sauver l'Europe, qui aujourd'hui est en danger de mort du fait des politiques de l'Union européenne. L'objectif premier de Podemos est l'arrêt de la politique d'austéricide en Espagne et en Europe. Podemos procédera à un audit de la dette espagnole, comme en Grèce, comme le font aujourd'hui les nouvelles municipalités, puisque l'audit de la dette est le premier pas vers l'appropriation citoyenne de l'économie, à savoir que l'on sache de quoi on parle, que l'on explique aux gens où va l'argent, à quoi il sert, et que l'on puisse proposer aux personnes de faire autrement. Évidemment, une importante réforme fiscale est nécessaire. Podemos s'est appuyé sur un certain nombre d'experts, notamment Hervé Falciani, qui est poursuivi par la Suisse pour avoir sorti la liste d'HSBC et qui est réfugié en Espagne, puisque même en France, il risquerait d'être arrêté pour être rendu aux Suisses pour crime de violation du secret de l'évasion bancaire. L'Espagne est épuisée par 7 années de coupes sombres dans les budgets publics destinés au plus grand nombre. Le bétonnage intensif a détruit les ressources naturelles et détruit les paysages et généré un gaspillage colossal en Espagne et s'est appuyé sur la boursouflure du secteur bancaire. Il faut savoir que le secteur bancaire en Espagne est, à proportion de sa population et de son PIB, 5 fois supérieur au secteur bancaire des États-Unis. Donc l'exposition bancaire espagnole est colossale. Et puis vous allez en Espagne vous promener, vous avez 2 aéroports internationaux sans un seul avion qui atterrit. Ce n'est pas à Notre-Dame-des-Landes, c'est à Ciudad Real et à Castellón. Il y a donc beaucoup de choses à faire. Je coupe un certain nombre de choses pour donner le temps au débat. On aura le temps d'en faire. Et le changement a commencé en Espagne. La dernière étape du changement, c'est celle qui a été conquise par les listes de rassemblements populaires qui ont conquis les grandes municipalités espagnoles, les principales. Vous avez tous entendu parler de Barcelone, mais c'est surtout Madrid, Barcelone, Saragosse, Cadiz, La Corogne, Saint-Jacques-de-Compostelle, Valence, Palma de Majorque, Zamora. Donc aujourd'hui, la majorité des grandes villes, des principales villes espagnoles sont dirigées par des listes de rassemblements citoyens. Et ces listes de rassemblements citoyens vont travailler
à de nouvelles formes de participation et de décision populaire. Alors, dans les nouvelles formes de participation et de décision populaire, qui vont permettre à la fois de soutenir les plans d'urgence sociale et d'arrêt de la destruction des services publics, on va trouver des choses finalement qui existent déjà en Europe, qu'il suffit d'appliquer réellement. Podemos, nous parlons de déprivatisation, puisque la privatisation des services publics est allée très loin. En Espagne, on est allé jusqu'à la privatisation de l'état civil. Alors la voirie, l'eau, ça on connaît, les transports, la santé. Mais on a aussi, les écoles sont massivement privées, et même l'état civil est en privatisation. Donc la déprivatisation, la mise en œuvre de plans d'urgence sociale, notamment pour stopper les expulsions de logements et créer un vrai service public du logement est important. La municipalité de Madrid va mettre en œuvre un certain nombre d'objectifs de participation citoyenne. L'un d'eux est d'arriver à ce que 15% du budget de la ville soit géré en mode participatif dans les quartiers. Et un autre projet est celui de mettre en place un système de référendum décisionnaire sur la base d'une demande de 1% de la population. Ça existe, les référendums décisionnaires dans certains pays, mais il faut 10% de la population, c'est pratiquement impossible. L'idée, c'est qu'à partir de 1% de la population, on puisse enclencher un processus menant à des référendums décisionnaires pour que la population puisse s'emparer de tous les sujets dont elle souhaite s'emparer et puisse diriger vraiment. Le mot d'ordre des indignés en Espagne, c'était, il y avait deux mots d'ordre. No nos representan. No nos representan, ça veut dire l'oligarchie, mais aussi les dirigeants politiques et tous les partis en place, ne nous représentent pas. Les nouvelles municipalités n'ont donc pas l'intention d'être les représentants du peuple. Les nouveaux élus se considèrent comme devant faire un travail pour le peuple, celui de mettre en œuvre leur programme. Les nouveaux élus ne représentent pas le peuple et ne décident pas à sa place, ils sont à son service et toute la nouvelle organisation consistera à laisser le peuple décider. Pas d'élus à vie, 2 mandats maximum, revenus des élus limités. Les maires de Barcelone et de Madrid ont divisé par 5 les indemnités que percevaient les maires précédents. Révocabilité des élus par référendum d'initiative populaire. Alors évidemment, les référendums, c'est connu en Suisse. Tout le monde vante le système suisse, mais surtout personne ne l'applique. Si on avait un système aussi simple que celui de ne pas avoir des déclarations d'utilité publique avec des pseudo-débats qui de toute façon n'engagent personne, on n'aurait pas à manifester contre Notre-Dame-des-Landes ou manifester contre le barrage dans le sud, à se retrouver avec la police qui vient, l'État étant au service de l'oligarchie, qui vient cogner sur les gens pour empêcher toute décision. Il suffit de demander à la population de voter si elle est d'accord ou pas. Donc, retirer le pouvoir des mains des lobbies passera par le développement de formes de démocratie directe qui vont être expérimentées dans les grandes villes espagnoles et qui seront expérimentées par le gouvernement Podemos dès que cet automne, le pouvoir pourra enfin changer en Espagne. Podemos entend inverser les orientations économiques, mettre en place un nouveau modèle de développement, on en a parlé. Moi, je ferai un focus sur un des éléments extrêmement importants en Espagne, c'est celui de la capacité qu'a l'Espagne de développer tout ce qui regarde les énergies renouvelables et principalement le photovoltaïque. Il faut savoir qu'en Espagne, le gouvernement prépare un décret depuis 2013 pour interdire l'autoconsommation de l'énergie électrique que les gens pourraient développer sur leur toit, de manière à garder les privilèges des grands trusts de l'énergie qui ont des conseils d'administration dans lesquels siègent les anciens présidents des gouvernements de droite et socialistes et qui font que l'Espagne a l'électricité et le gaz le plus cher de toute l'Europe, sans aucune raison. Alors que l'Espagne peut parfaitement développer l'énergie photovoltaïque partout en développant un modèle économique basé sur l'autoconsommation et le partage dans le réseau de l'électricité produite par chaque habitant. Le décret prévu par l'État espagnol prévoit de taxer toute tentative d'avoir sa propre consommation et d'obliger en fait les personnes à rester sur le réseau général et sur les centrales nucléaires ou à charbon. Podemos proposera de consacrer 1,5% du produit intérieur brut pendant 20 ans à la transformation du modèle énergétique, en consacrant cet argent au développement des énergies renouvelables
et aussi à l'amélioration des performances énergétiques des immeubles, des transports et de l'industrie des systèmes électriques. Pour cela, il faudra donner un coup de départ en augmentant la taxe sur les combustibles fossiles, puisque l'Espagne, la fiscalité dite verte en Espagne ne représente que 1,5% du PIB contre 2,5% dans le reste de l'Europe. Il y a donc les moyens en Espagne de développer d'importantes innovations. Le gouvernement Podemos développera un service public de la banque et du crédit, orienté sur le développement durable et la recherche, et permettant enfin aux particuliers d'accéder au crédit, puisque le refinancement des banques n'a permis à aucun particulier d'accéder au crédit dont ils avaient besoin. Le gouvernement Podemos, évidemment, luttera contre la corruption et développera une administration compétente et non pas une administration nommée au doigt par les copains et les coquins des partis politiques. Mais vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, je ne vous explique rien. Le gouvernement de Podemos rétablira évidemment le service public de santé massacré ces dernières années, alors qu'il était d'un niveau équivalent, voire supérieur à la France en qualité et notamment en universalité d'accès. Développera l'école publique, extrêmement rare en Espagne, et des modes de garde de petite enfance, un service public universel de garde et d'autonomie des petites enfances. Je passe sur les transports, etc., on en parlera. Je voulais mettre l'accent sur le fait que, comme la droite et le Parti socialiste en Espagne ont inscrit dans la Constitution l'obligation de dépenser en premier l'argent public pour payer les banques et les banquiers qui ont surendetté le pays, Podemos instaurera une priorité sociale aux dépenses de santé et aux dépenses sociales, c'est-à-dire inscrira un certain nombre de dépenses comme celles relatives à la préservation de l'intégrité physique et de la dignité des personnes, comme dépenses obligatoires avant toute autre dépense, que ce soit armement, urbanisme, dette. Et nous verrons donc, nous inscrirons une clause de priorité citoyenne dans la Constitution à la place du fameux article 135 qui est celui des banques. La réponse à l'urgence sociale de Podemos sera le meilleur service que nous pourrons rendre à la Grèce, puisque un des problèmes de la Grèce s'appelle l'Espagne. Il est évident, je crois, quand on regarde les choses, que la violence de l'agression contre la Grèce et contre le gouvernement Syriza et la tentative de coup d'État contre le gouvernement Syriza ne visent qu'à une chose de la part des gouvernants en place de l'Union européenne, essayer d'empêcher la contagion, essayer d'empêcher que les dominos continuent à tomber, Espagne, Portugal, Irlande d'abord. Ils n'ont peur que de ça. C'est pourquoi ils essayent d'écraser la Grèce sous leurs bottes. C'est pourquoi ils feront tout pour empêcher le gouvernement Syriza de s'en sortir, de manière à essayer de faire peur à la population espagnole, au peuple espagnol, pour empêcher Podemos de gagner les élections. Nous verrons bien. Ça se produira à l'automne, soit en septembre, soit en novembre. Il est fort probable que le gouvernement espagnol, le pouvoir espagnol avance les élections en septembre pour essayer de garder la main au maximum. Le peuple espagnol s'est levé. Le bipartidisme en Espagne, qui faisait que le PS et le parti de droite se partageaient 80% des voix, des sièges et du pouvoir, a disparu définitivement. Le changement est en marche. Les élections prochaines seront une étape importante de ce changement et le plus grand service que pourra rendre le peuple espagnol à la Grèce et au reste de l'Europe, et étant la 4e économie européenne, mettre fin à l'austérité. Quand l'Espagne dira non aux politiques d'austérité européennes, elle fera ce que la France aurait dû faire avec le gouvernement français. Elle mettra un coup d'arrêt à cette politique définitivement.